Bienvenue dans la synthèse de notre plénière de novembre, consacrée à un enjeu majeur pour les organisations, l'économie circulaire et son articulation avec les processus. Nous avons accueilli Constance Bachou, directrice innovation R&D et RSE chez Valdelia, qui nous a partagé son expertise et les réalités de terrain du secteur des déchets. Elle a notamment rappelé les notions clés de l'économie circulaire, responsabilité élargie du producteur, hiérarchie des modes de traitement et importance de repenser les chaînes de valeur. La séance a également été l'occasion pour le groupe de travail économie circulaire de France Processus de présenter les premières orientations du livre blanc en préparation. Globalement, l'idée, c'est qu'on passe d'une économie linéaire où on extrait des ressources, on produit, on utilise et ensuite on jette, à une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter au maximum l'extraction de nouvelles matières premières. Citeo, c'est l'éco-organisme des emballages et des papiers parce qu'il y a une responsabilité élargie du producteur. Ça nécessite la création d'éco-organismes. Et globalement, Citeo, ou au conseil d'administration, il y a des grands acteurs, Bonduel, etc. Il va y avoir versé des éco-contributions. Ils financent en fait nos mairies, les collectivités, les syndicats de traitement des déchets pour qu'on puisse avoir ces services-là. Chez Valdelia, où effectivement c'est l'éco-organisme cette fois des mobiliers professionnels. On a été créé en 2012. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une responsabilité élargie du producteur qui a été créée par l'État, qui a dit maintenant, tous les fabricants de mobilier vont devoir assumer la fin de vie de leurs produits. L'État a fait quoi en fait ? En créant cette responsabilité élargie du producteur, il va considérer qu'il y a des obligations. Dans ces cas-là, l'État agrée cette entreprise qui devient donc un éco-organisme, qui a donc l'autorisation de recevoir les éco-contributions des metteurs en marché par rapport aux ventes qu'ils font de manière annuelle. Grâce au fait que les entreprises ont payé l'éco-contribution, ils délèguent leurs obligations donc de responsabilité élargie du producteur à cet éco-organisme. Avec cet argent, on doit organiser la récupération, les secondes vies, on appelle ça, des produits pour lesquels on a été agréé. 2012, la REP du mobilier a été créée. Donc il fallait une solution de collecte en chantier. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble et ils ont décidé de créer Valdelia. Les appels d'offres vont nous permettre de sélectionner des acteurs sur toute la chaîne de valeur, on appelle ça, qui est donc pré-collecte, c'est je dépose un contenant. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, c'est l'étape de collecte. Je pars du point A jusqu'au point B, qui sera le centre de tri. C'est ma 3e étape. Le tri, c'est on sépare par matériaux. Ensuite, la 4e étape, c'est la préparation. La préparation et le tri, c'est conjoint parce que tout l'objectif ensuite, c'est d'aller vers la 5e étape, qui est l'usine de recyclage. Donc, Valdelia, sa force, c'est vraiment de s'être créé sur les secondes vies des produits directement en pied de chantier. C'est-à-dire que les metteurs en marché payent à Valdelia une éco-contribution. Cette éco-contribution nous permet de financer toutes ces choses-là. Donc notre mission, c'est ça, c'est qu'on va sensibiliser toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire aussi bien Accuro Thales qui détiennent le mobilier que les fabricants de mobilier qui vont devoir éco-concevoir et réfléchir sur toute la chaîne de vie, que les acteurs de l'économie sociale et solidaire type Emmaüs qui sont absolument clés dans la filière du mobilier, mais aussi les recycleurs et les aider en fait à comprendre bien tout le système. Et en termes de performance, aujourd'hui, on gère 72 000 tonnes à l'année de mobilier. Donc globalement, sur la filière, on est à 85% de taux de recyclage et il y a 7% qui est réemployé. Le reste sera brûlé et il y a une petite partie qui reste quand même enfouie. J'aime bien commencer par le fait que l'économie circulaire, c'est le contraire de l'économie linéaire. C'est-à-dire qu'on va éviter de jeter à chaque étape. Voilà, mais l'idée, c'est que sur chaque étape, on arrive à limiter effectivement l'extraction de nouvelles matières. Donc, on prolonge la durée de vie. Globalement, sur toute la chaîne, sur la partie conception et fabrication, vous pouvez intégrer des matières recyclées, mais vous pouvez aussi prendre des matières qui ont été extraites, mais pas forcément complètement détruites. Parce que quand on dit recycler, il faut toujours se dire qu'il y a une étape de destruction. Ensuite, on peut parler d'achat responsable. Comment moi, en tant que distributeur, je peux augmenter, on va dire, ma liste de critères pour acheter. Non seulement je vais regarder le SAV, la qualité du produit, l'approvisionnement,
Mais je vais aussi peut-être dire que s'il y a plus de matières recyclées, s'il y a moins de matériaux différents, parce que moins on a de matériaux différents, plus c'est facile après à démanteler, réparer et recycler à la fin. Il y a toute la partie utilisation avec le développement de la réparation ou de la maintenance. Il y a la partie, bien sûr, de réemploi, donc comment je vais faire du don ou de la revente pour qu'il y ait un autre propriétaire. La partie tri, éventuellement, donc avec la séparation par matière. Et enfin, la fin, avec le recyclage que l'on privilégie ou de la valorisation énergétique. Et enfin, on appelle ça de l'élimination. C'est ce fameux centre d'enfouissement. C'est quoi l'éco-conception, en fait? C'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et développement, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou service. Quand vous concevez, imaginons un élément d'ameublement, on va développer un produit qui répond à de multiples enjeux. Je veux faire un mobilier qui réponde à des enjeux logistiques. S'il commence à se casser à tout bout de champ, dès que je le transporte sur une palette, ça va pas. Des enjeux économiques, il ne faut pas que ce soit une fortune, d'ergonomie liée à la production, réglementaire et normatif, d'attente client, des enjeux marketing. L'éco-conception, c'est à la conception, je regarde les impacts sur l'environnement. Qui dit réemployable, réparable, parfois dit compliqué à recycler ou extrêmement lourd. C'est globalement sur tout le cycle de vie, on va aller chercher l'impact sur le réchauffement climatique de toutes les étapes, donc extraction de matières premières, production, utilisation, etc. jusqu'à la fin. Et on va transformer ça en équivalent CO2. Il y a plusieurs limites à ces outils-là. Déjà, si vous vous retrouvez à un moment confronté à des résultats qui sont issus d'un outil d'analyse de cycle de vie, il y a 2 choses qu'il faut que vous vérifiez. Est-ce qu'il y a un guide méthodologique? Le deuxième aspect, c'est est-ce qu'il y a eu une revue critique par un tiers indépendant? C'est souvent l'extraction des matières premières qui est vraiment très impactante. Donc, il faut éviter à tout prix. Donc, la REP en synthèse. L'idée, c'est principe pollueur-payeur. Je vais financer ou organiser la gestion des déchets qui vont être issus de mes produits. Pourquoi les REP ont aussi été créés, mis à part le fait que voilà, les mairies et l'État ont considéré que voilà, les acteurs privés, on va dire, devaient assumer le fait qu'ils étaient en quelque sorte pollueurs. C'est aussi parce que le secteur des déchets, comme je vous le disais, est parfois assez opaque. Et ça, quand on est un éco-organisme, on est obligé d'aller chercher jusqu'au bout. En fait, on devient celui qui va aller tracer, qui veut être sûr qu'on ne nous raconte pas d'embrouille. Ça marche comment, le monde du déchet? Déjà, on parle d'une hiérarchie des normes de traitement. On est censé commencer par de la prévention. Ensuite, c'est le réemploi. Il faut prolonger la vie du produit. La partie valorisation matière et recyclage, la partie valorisation énergétique avec la combustion ou la méthanisation. Et après, il y a l'élimination avec la partie stockage, incinération et enfouissement. Simplement pour vous présenter rapidement notre intention par rapport au livre blanc. Lorsque l'on a créé ce groupe de travail, bien évidemment, nous avons fait un état des lieux. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de littérature sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, s'est posé la question de pourquoi France Processus devait travailler sur le sujet. En dehors du fait, ce qu'a pu nous dire Constance sur le fait que c'était un impératif aujourd'hui et qu'il n'y a plus tellement de questions sur la nécessité d'abandonner l'économie linéaire, il nous a semblé qu'il y avait un lien direct avec les processus, puisque dès lors que l'on parle d'organisation, de nécessité de sourcer, de nécessité de fabriquer, de nécessité de convoyer, d'appliquer une réglementation, de piloter des KPI, il faut des processus. 2 questions sous-tendent nos travaux. Est-ce que l'économie circulaire, finalement, consiste simplement à ajuster l'économie linéaire pour pouvoir aboutir au même résultat? Ou est-ce que c'est une transformation complète du modèle des entreprises? Est-ce que cette économie circulaire va arriver à concilier la performance économique qui est attendue des entreprises, parce qu'il faut bien qu'elles continuent à faire du business, l'exigence environnementale que l'on connaît tous avec les déceptions qu'on a pu vivre sur la COP30, et puis bien évidemment les attentes sociétales aussi. Et si vous souhaitez assister aux prochaines plénières de France Processus, retrouvez toutes les informations pour adhérer sur franceprocessus.org.